Juste un petit message pour vous dire que cette vidéo, c'est une compilation d'histoires qui ont déjà été racontées sur la chaîne. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, ces histoires, vous les aurez déjà vues. Cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui souhaitent découvrir de nouvelles histoires. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous. On est bientôt aux 100 000, c'est incroyable et je vous souhaite une belle vidéo. Ciao ciao. Et moi aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Louis. À ce moment-là de sa vie, Louis nous raconte que tout va bien. Il a récemment emménagé dans un appartement magnifique et super moderne, tout seul. Et apparemment, la vie de Louis est partagée par une personne. Et oui, ça fait plusieurs années que Louis est en couple avec une femme extraordinaire et il nous explique que tout se passe à merveille. Vraiment, les deux ont une complicité exceptionnelle, c'est incroyable d'avoir quelque chose comme ça après des années de relation. Parce que oui, certains diront qu'après des années, il y a la routine qui s'installe, on n'a plus forcément les papillons dans le ventre. Moi je n'y crois pas. Et apparemment Louis nous prouve le contraire, donc tant mieux. Louis nous explique que sa copine n'a pas emménagé avec lui parce qu'elle est encore en études, et qu'en fait lui il pourrait assumer le loyer pour les deux, par contre au niveau de la nourriture ça serait un petit peu chaud, donc malheureusement elle n'a pas pu emménager chez lui, par contre elle vient très régulièrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui Louis doit se rendre au travail, mais ce soir, la soirée il ne va pas la passer seul, sa copine viendra lui rendre visite. Et ce soir, contrairement au reste de l'année, ils ne vont pas regarder un petit film et passer une soirée en amoureux, non non non, ils vont tout simplement se renseigner sur internet pour savoir ce qu'ils pourraient faire pour le soir d'Halloween. Et oui, les deux adorent cette fête, ils adorent se déguiser, ils adorent l'ambiance. Et ce soir, ils comptent bien trouver un endroit où se rendre pour aller fêter. Bref, Louis se réveille le matin, il enfile ses petites chaussures, il s'habille, il va au travail et là-bas pendant toute la journée, il effectue ses tâches. Vers 18 h, il reprend la voiture, il rentre chez lui, il passe à la douche et vers 20 h, quelqu'un sonne à la porte. Vous l'aurez deviné parce que vous êtes des grands enquêteurs, c'est sa copine qui vient d'arriver. Et déjà, la première activité de la soirée, c'est pas de se renseigner où ils peuvent aller fêter Halloween, non non non, c'est de faire à manger ensemble. Pendant une petite heure, les deux préparent le dîner et ils prennent le repas devant une vidéo YouTube. Une fois terminé, le couple prend l'ordinateur et les deux commencent à se renseigner sur les potentielles soirées d'Halloween. Et Louis, il est un petit peu comme moi, quand il traîne sur internet, il a tendance à vite se perdre. Par exemple, moi je sais qu'à la base, si j'aimerais me renseigner sur un sujet spécifique, je vais me retrouver 3 minutes après à regarder comment on pêche une langouste à la main. Donc généralement, c'est un petit peu différent de ce que je recherchais à la base et Louis, il est comme ça. Mais vous allez voir, c'est grâce à ça, je ne sais pas si c'est un trait de personnalité ou quoi, que l'histoire d'aujourd'hui, elle a lieu. Bon, Louis, vous me direz, il s'en serait bien passé, par contre vous, je pense que vous aimez bien voir cette vidéo ce soir. Au bout d'une quinzaine de minutes à se renseigner sur Halloween, sur internet, Louis et sa copine tombent sur un article assez étrange. Assez étrange, pourquoi? Parce que tout simplement, il parle d'un fait qui se produirait à côté de chez lui. Et oui, lui, il habite dans un village qui est entouré par une énorme forêt, et cette forêt, elle a la réputation d'être assez glauque. Et tout ça va se confirmer lorsque Louis et sa copine lisent qu'en fait, dans cette forêt, il y aurait une personne mal intentionnée, et qu'elle y vivrait, et pendant la nuit, elle s'amuserait à attaquer toute personne qui croiserait son chemin. Bon, alors le couple, de base, il cherchait une soirée à laquelle se rendre, mais là, une idée vient dans la tête de Louis. Il propose à sa copine, mais est-ce qu'on n'irait pas dans cette forêt, voir un petit peu ce qui se passe, au lieu d'aller à une soirée déguisée? Je veux dire, on fait ça chaque année, peut-être qu'on pourrait innover pour cette année-là. Qu'est-ce que t'en dis? Au début, sa copine, alors elle aime bien avoir peur, elle aime bien l'ambiance d'Halloween, par contre, elle est seule dans la forêt avec son copain, alors qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, surtout qu'il y a une personne qui est censée être malveillante à l'intérieur, c'est pas la chose qui la rassure le plus. Mais bon, Louis c'est un très grand orateur, il arrive bien à convaincre, et il arrive à la convaincre de se rendre dans cette forêt durant la nuit d'Halloween. Bon, les deux, ils cherchent pas beaucoup plus d'informations que ça sur le sujet, ils voient qu'apparemment c'est une personne pas très belle qui court la nuit dans la forêt avec une arme et qui s'amuserait à faire peur aux passants. Bon, bah parfait, les deux amoureux ont l'activité d'Halloween, ils peuvent fermer l'ordinateur et se mettre un petit film. Au bout de 2 heures, le film est terminé, les deux amoureux vont se coucher et au bout de quelques minutes seulement, ils s'endorment. L'histoire reprend le jour J, le fameux jour où Louis et sa copine sont censés se rendre dans la forêt. Aujourd'hui, on est un samedi, donc ils vont d'abord aller un petit peu au centre commercial, en ville, faire 2-3 courses. Et c'est vers 18 h que les deux amoureux rentrent à la maison, ils se préparent et ils sont fin prêts pour effectuer leur petite expédition nocturne. Au-delà d'aller se promener dans la forêt, Louis et sa copine ont prévu de faire des petites grillades, donc ils ont pris un grill qu'on peut jeter, avec 2-3 morceaux de viande qu'ils pourront faire cuire. Ils mettent tout ça dans un sac à dos, ils sortent de la maison, et l'expédition peut commencer. Bon, avant de rejoindre la forêt, il y a quand même une vingtaine de minutes à marcher, et sur le chemin, ils croisent tout plein de personnes qui sont déguisées à l'occasion d'Halloween. Alors la majorité ne font pas très peur, par contre, des fois ils tombent sur des déguisements assez glauques, et ça les met dans l'ambiance. Mais bon, cette année-là, malheureusement, eux, ils ne vont pas faire partie de la fête déguisée, ils vont se rendre dans cette fameuse forêt, et on espère que tout se passe bien. Mais bon, si je suis là à vous raconter l'histoire, vous vous doutez bien que
tout ne s'est pas passé comme prévu. Au bout de 20 minutes de marche, Louis et sa copine arrivent à l'entrée de la forêt. L'ambiance est hyper glauque. Il nous explique qu'il y a une espèce de brume. Déjà, on est en pleine nuit. Il y a une sorte de brouillard, il fait super froid, il y a des bruits un peu chelous. Et quelque chose qui n'arrange pas tout ça, c'est qu'au bord de la forêt, il y a des gens qui sont en train d'aller à une fête spécifique et ces personnes sont déguisées. Donc imaginez, vous êtes sur le point d'entrer dans une forêt en pleine nuit, déjà qui est réputée pour être glauque, mais autour de vous, il y a des gens qui sont déguisés en fantômes, en tueurs à gages, en tueurs en série, etc. C'est pas la chose la plus rassurante. Mais bon, nos deux amoureux prennent leur courage à deux mains et ils s'aventurent au beau milieu de la forêt. Après une vingtaine de minutes à marcher, ils nous expliquent qu'ils trouvent un petit coin super sympa où ils peuvent poser leur grill et effectuer leur grillade. Louis dit à sa copine: est-ce que ça te dit qu'on se pose ici pour manger? Elle répond bien évidemment. Louis sort le petit grill et la viande du sac, il installe tout ça et au bout de 10 minutes, le repas est prêt. Alors sa copine nous explique un petit peu l'endroit dans lequel il se trouve. C'est une sorte de petit champ en fait qui est au milieu de la forêt. Enfin champ dans le sens où il n'y a pas vraiment d'arbres. Il y a une petite cabane en arrière-plan, elle a l'air vraiment abandonnée, c'est une sorte de... comme un abri de jardin. Et justement, devant cet abri, il y a une petite place qui est en rond, et là, ils ont décidé de poser leur grill et de manger. Les deux amoureux prennent le repas, et ils nous expliquent que vraiment la sensation, elle est super bizarre. Et oui, parce que vu que la place dans laquelle ils se trouvent est en rond, eh bien, ils ont l'impression que tout le monde les observe autour, alors qu'il n'y a personne. En plus de ça, il fait nuit, on sait qu'on est dans une forêt qui est glauque, il y a des bruits bizarres, il y a le bruit de la nature et des animaux, et ils se sentent à la fois à l'aise, mais à la fois pas du tout. Et c'est ça qui rend l'expérience super excitante. Bref, pendant plusieurs minutes, le couple mange le repas, et au bout d'un moment, ils entendent un bruit. Bon, comme je vous ai dit, on est dans une forêt, il y a beaucoup de bruit. Par contre, celui-ci, il semble être un petit peu plus fort, un petit peu plus... un petit peu moins naturel. Louis, il le remarque, et il regarde un petit peu à gauche, à droite, pour voir d'où il peut provenir. Bon, les deux continuent de prendre le repas, lorsque tout à coup, sa copine arrête de manger, et carrément, elle lâche son assiette. Louis lui dit: mais chérie, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Elle ne répond pas, elle a les yeux grands ouverts. Et Louis lui dit: mais t'es sûr que ça va? Et là, toujours avec les yeux grands ouverts, elle lui dit: retourne-toi. Lorsque Louis se retourne, il commence sincèrement à flipper lorsqu'il voit une sorte de silhouette qui semble les observer. Cette personne est au bord de la place ronde, donc vraiment juste à l'entrée de la forêt, et les deux amoureux n'arrivent pas vraiment à distinguer ses traits physiques. Ils voient juste que c'est une silhouette, donc il s'agit probablement d'un homme parce qu'elle est assez grande, et l'ambiance va devenir encore plus glauque lorsqu'ils remarquent que cette personne semble marcher dans leur direction. Et là, Louis et sa copine comprennent très vite ce qui est en train de se passer lorsque la silhouette se met à rigoler de façon très bizarre. Quelqu'un comme vous et moi, on serait parti en courant directement. Par contre, Louis et sa copine, ils sont tellement dans la terreur à ce moment-là, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe, qu'ils n'ont juste pas le réflexe de partir. Au contraire, ils sont figés sur place, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont même pas la sensation de pouvoir bouger, tellement ils commencent à avoir peur. Donc les deux sont assis, la silhouette s'approche gentiment d'eux, et là, sa copine commence à se chier dessus, et Louis aussi d'ailleurs, lorsque le gars les rejoint et il s'assied à côté de la copine de Louis. Là, l'ambiance est hyper glauque. Imaginez, vous êtes avec votre chérie en train de déguster un bon petit plat au milieu d'une forêt, et tout à coup, en quelques minutes, il y a un mec hyper étrange qui vient s'asseoir à côté de votre copine sans même que vous sachiez qui c'est. Louis comprend très vite de qui il s'agit. Il s'agit probablement de la personne qu'ils ont vue sur internet, donc cette personne un petit peu chelou qui s'amuse à courir après les gens et à leur faire peur. Et là, il va se rendre compte de deux détails. Il y en a un qui est hyper glauque et un qui est hyper effrayant. Le premier, c'est que cette personne tient un petit couteau dans sa poche, et l'autre, c'est qu'il a une sorte de peluche en forme de lapin. Donc la peluche, elle est pourrie, mais ça lui fait tout droit penser à la peluche d'une petite fille ou d'un petit garçon. Là, il n'y a plus un bruit, à part le bruit ambiant de la forêt, et la copine de Louis le regarde dans les yeux en mode « s'il te plaît, sauve-moi ». Et elle commence à carrément pleurer lorsque ce monsieur met son bras autour d'elle et qu'il la tient. Louis, à ce moment-là, tout lui passe par la tête. Est-ce qu'il doit lui sauter dessus et lui mettre des coups jusqu'à que le mec se réveille plus? Est-ce qu'il doit faire ce qu'il dit? Il n'en a aucune idée. Et tout ça parce qu'il a remarqué qu'il a un couteau dans la poche. Donc s'il n'était pas armé, bien évidemment, il lui aurait sauté dessus et il l'aurait juste éclaté. Par contre, là, ça peut probablement mal tourner. À partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Le vieux monsieur entre guillemets, donc il n'est pas vraiment vieux, par contre c'est son apparence juste éclatée qui lui donne cet aspect. Quand je dis éclaté, c'est que le mec il est hyper sale, il a une énorme barbe, des cheveux qui sont super longs, il a des taches de boue sur lui. Et là, lorsqu'il prend la parole, il dit « Écoutez, tout va bien se passer, la seule condition pour que ça se passe bien, c'est que vous vous leviez et que vous me suiviez. » Bon, Louis dit à sa copine « Chérie, fais-moi confiance,
On va l'écouter, on va le suivre, on va voir ce qu'il a à nous montrer. Sa copine, elle le regarde en mode « je t'assure qu'on va pas le suivre ». Et là, il lui fait comprendre que « t'inquiète, j'ai un plan, on fait genre qu'on le suit et fais-moi confiance ». Les deux amoureux et le vieux mec se lèvent et là, ils commencent à le suivre. Et ce qui est encore plus glauque et que Louis n'avait pas remarqué, c'est qu'autant il a un petit couteau dans la poche, mais derrière, il a carrément une sorte de couteau de cuisine bien brillant. Là, il y a deux choses qui se passent dans la tête de Louis. La première, c'est de se dire « bon, on a peut-être bien fait d'accepter ce qu'il nous demande, de le suivre. Par contre, il faut absolument qu'on trouve un échappatoire, parce que s'il a ce couteau dans la poche, c'est pas pour jouer au billes. » Au fur et à mesure que Louis et sa copine suivent le mec dans la forêt, ils essayent de créer une distance avec lui. Donc au début, c'est 1 mètre, après 2, après 3, après 4, jusqu'à laisser une bonne dizaine de mètres. Et tout ça sans que le vieux monsieur s'en rende compte. Donc il nous explique que c'est assez chaud parce que souvent il se retourne, il dit « mais hey, venez plus près ». Et au bout d'un moment, ils arrivent à laisser suffisamment de distance pour que Louis regarde sa copine et il lui dit « tiens-moi la main, on se barre en courant ». Les deux lâchent le sprint de leur vie, mais au bout d'un moment, sa copine trébuche et elle tombe par terre. Heureusement, elle ne semble pas s'être blessée plus que ça, elle arrive à se remettre debout et à continuer de courir. Sauf que, comme l'histoire de hier, on est dans une forêt en pleine nuit, les deux arrivent pas vraiment à se repérer, et là ils n'ont pas le temps de sortir leur téléphone pour aller sur Google Maps, ils courent tout droit le plus loin possible, et ce qui les fait flipper, c'est que loin derrière eux, ils entendent le rire du gars qui semble résonner, et ça ne les rassure pas du tout parce qu'ils savent que ce mec est à leur trousse. Bref, Louis et sa copine continuent de courir pendant plusieurs longues minutes qui paraissent être une éternité, et au bout d'un moment, un miracle se produit, ils arrivent au bord d'une route, et là, ils sont sortis de la forêt. Maintenant, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de tout faire pour retrouver leur domicile. Ils continuent de longer la route pendant plusieurs centaines de mètres, au bout d'un moment, ils semblent carrément désespérés, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, mais là, un nouveau miracle se produit, ils semblent apercevoir au loin des lumières avec beaucoup de gens, ils s'en approchent, et là, ils arrivent en plein milieu d'une fête en plein air qui est dédiée à Halloween. Donc autour d'eux, il y a plein de gens déguisés en fantômes, en tueurs en série, en monstres, etc. Eux, ils arrivent là, sa copine est limite plein de boue parce qu'elle est tombée, ils n'ont pas de déguisement, donc ça fait un petit peu intrus. Mais heureusement, ils ont enfin retrouvé la civilisation, le mec taré ne semble pas les avoir suivis plus que ça. Et là, on n'a pas vraiment de détails sur ce qui se passe exactement. Par contre, Louis nous raconte qu'au bout d'1 heure, ils arrivent à retrouver leur domicile. En franchissant le pas de la porte, les deux se prennent dans les bras, ils n'ont pas encore réalisé ce qui vient de se passer. Ils vont sous la douche, ils se changent et ils se posent sur le canapé et ils se disent mais on aimerait bien en savoir davantage sur cet homme. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est dans la forêt avec une peluche? Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils prennent leur ordinateur, ils se mettent sur le canapé et là, pendant toute la nuit, ils cherchent des articles concernant ce fameux monsieur. Au petit matin, ils en savent bien plus sur cet homme et vous allez voir, les raisons, elles sont super glauques. Et surtout, ils ont probablement échappé à une fin tragique. Avant que je vous raconte tout ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est super important, je mets tous les jours des stories et vous avez des nouvelles concernant les vidéos qui sortent prochainement. C'était le petit moment pub, je vous raconte tout ça. En fait, ce monsieur dans la forêt a entre 50 et 60 ans et apparemment, il y a plusieurs années en arrière, il a perdu sa fille d'une façon tragique. La peluche en forme de lapin qu'il tient dans ses mains, c'est en réalité la peluche de sa fille. Et depuis cet événement tragique, l'homme a complètement perdu la tête. Vraiment, on dirait que c'est plus lui-même, que c'est quelqu'un de complètement fou et de très dangereux. Et pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, pour lui, chaque personne qu'il croise, c'est la personne qui est responsable de la mort de sa fille. Alors que pas du tout. Et vu qu'il pense que la personne qu'il croise est responsable, eh bien, il veut lui faire la même chose. Et il veut lui ôter la vie. C'est probablement pour ça qu'il avait 2 couteaux dans les poches. Et une rumeur court comme quoi sa fille serait décédée dans la forêt et qu'apparemment il essaye d'attirer les gens sur cette place pour leur ôter la vie. Donc ils auront perdu la vie au même endroit que sa petite fille. Donc Louis et sa copine ont probablement échappé au pire cette nuit-là. Heureusement qu'ils ont réussi à s'échapper en courant. Heureusement que la personne ne les a pas attaqués directement. J'ai envie de dire tout finit bien, ça aurait pu très mal tourner. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si y a une histoire comme ça qui s'est passée proche de chez vous, essayez d'y aller par groupe de 20 personnes minimum. Comme ça vous êtes sûr que vous limitez les dégâts. Ou autre solution qui est peut-être même un petit peu mieux, restez chez vous devant un bon film Netflix ou devant une de mes vidéos. Et je vous propose de vous raconter l'histoire de Nicolas et de ses amis. Vous l'aurez compris, cette semaine on est à Halloween, enfin du moins presque, et cette histoire, elle se passe également à Halloween. Alors c'est la première fois qu'on a sur la chaîne l'auteur d'une histoire qui est très fortuné. Oui, Nicolas, il a 26 ans, il nous raconte qu'il est très fortuné. Et franchement, c'est très mérité parce qu'en fait, il nous explique qu'il a revendu une de ses sociétés qu'il a créée lorsqu'il était très jeune. Ce genre d'histoire, j'adore, donc félicitations à toi Nicolas. Notre ami, il nous raconte que lui, c'est quelqu'un qui adore les fêtes de fin d'année
Et évidemment, sa préférée, c'est Halloween. Nicolas, c'est pas le genre de personne à ne pas fêter Halloween. Au contraire, lui, il adore partir en week-end avec des amis ou même aller visiter des forêts pendant la nuit et faire ce genre de choses. Il a vraiment besoin de fêter ça pour être dans l'ambiance de la fête. Et d'ailleurs, cette année, il a prévu de louer une maison dans la forêt avec tous ses potes pendant 2 nuits. Est-ce que vous sentez la chose arriver ? J'ai bien l'impression. Un fameux jour, Nicolas est chez lui, il prend son téléphone et il envoie un message dans son groupe WhatsApp où il y a tous ses amis. Il dit: les gars, est-ce que vous seriez chaud à partir ce week-end? Parce que voilà, vous le savez très bien, c'est Halloween, j'adore ça. Et franchement, j'aimerais bien louer une petite maison perdue au milieu de la forêt, histoire qu'on soit plongé dans l'ambiance et qu'on puisse passer le week-end tous ensemble et rigoler à fond. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, Nicolas c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc il propose évidemment de prendre en charge tous les frais. Et ça, franchement, je trouve ça trop bien parce que ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire en temps normal, de se rendre là-bas et de profiter. Très vite, un grand nombre de réponses positives arrivent dans le groupe et Nicolas est refait. Il propose à tous les membres du groupe qui sont ok de partir ce week-end de se retrouver au bar autour d'une bonne petite bière pour discuter de ce voyage entre guillemets. Et parfait, la rencontre aura lieu ce soir et Nicolas, il a trop hâte. Arrivé 18h, il se prépare, il se rend dans le bar qu'ils ont convenu et là, il y a tous ses potes. Notre ami, il a pensé à tout, il a pris son ordinateur portable histoire d'effectuer la réservation pour être fin prêt et au bout d'1h30 de conversation entre tous les membres du groupe, ils trouvent enfin la perle rare. Et oui, c'est une ancienne maison très glauque, abandonnée au milieu de la forêt, et elle est suffisamment grande pour accueillir tous les membres. Nicolas et ses potes sont tombés sous le charme de cette maison lorsqu'ils l'ont vue, et ils ont décidé de la réserver. Bon, c'est parfait, le week-end est complètement booké, ils peuvent continuer la soirée et profiter à fond. Et c'est seulement à 4h du mat que Nicolas rentre chez lui, il est complètement torché, mais au moins, il est rentré à pied et il n'a pas pris le volant. Petit rappel, mes amis, ne prenez jamais le volant avec de l'alcool dans le sang, sinon je vous dénonce et je vous banne de la chaîne et je vous en mets une. Plus sérieusement, c'est extrêmement dangereux et franchement, je pense que la vie est trop belle pour la quitter. Tous les jours, on se bat pour construire notre vie, pour avoir une vie meilleure, donc franchement, ça serait très con de la quitter rapidement juste parce qu'on a bu un verre d'alcool avant de prendre le volant. Donc je vous mets en garde. Bref, une fois arrivé chez lui, Nicolas se met en pyjama, il va dans son lit et il s'endort. L'histoire recommence le jour J, lorsque Nicolas et ses potes sont censés partir en week-end et eux ils rendent la chose glauque jusqu'au bout. Et oui, ils auraient pu partir le matin à 10h lorsqu'il fait plein jour, mais non, ils décident de partir à 20h30. Comme ça, ils sont sûrs qu'il fait bien nuit à l'extérieur, qu'il fait bien froid, qu'il y a des bruits un petit peu glauques, et j'ai envie de dire, ça colle à l'ambiance d'Halloween. Ils ont à peu près 2 heures de route jusqu'à la maison, donc c'est relativement vite fait. Tout le monde arrive chez Nicolas, ils prennent le petit bus qu'ils ont loué exprès pour l'occasion, et ils se mettent en route. Au bout d'une petite heure, naturellement, les occupants du bus ont faim. Ils trouvent un petit restaurant sur la route et ils décident d'y faire une petite pause. Alors le restaurant, il nous raconte qu'il est assez glauque, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde à l'intérieur, l'endroit est un petit peu en mauvais état, mais eux ils adorent ça parce que ça les plonge dans l'ambiance glauque d'Halloween. Et franchement, avoir peur, c'est la seule chose qu'ils recherchent pendant ce week-end. Et croyez-moi, ils vont être servis. Après le repas, toute la petite équipe se remet en route et au bout d'une petite heure de voiture, ils arrivent enfin à destination. Là, la maison est tellement incroyable de l'extérieur, enfin quand je dis incroyable, l'ambiance est incroyable, que Nicolas décide de prendre son téléphone, de la prendre en photo et de publier un message sur Facebook. Dans le message, il dit: on est à tel endroit avec mes potes, on va passer un week-end de folie, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai des images, donc restez connectés. Finalement, Nicolas, on pourrait dire que c'est un petit peu un influenceur. Après avoir fait le tour du propriétaire, Nicolas et ses potes rentrent dans la maison et ils déposent leurs affaires. Alors, autant l'extérieur était incroyable, mais alors l'intérieur, il est gigantesque et super glauque. En fait, c'est vraiment une maison qui est pourrie, qui est abandonnée, mais Nicolas et ses potes, eux, ils adorent ça. Personnellement, c'est pas vraiment le genre d'endroit où j'irai à Halloween. Après, si vous me dites que c'est avec plusieurs potes, si on a au moins une dizaine, pourquoi pas. Bref, tout le monde s'installe pendant une petite heure, et une fois que tout le monde est prêt, ils vont au restaurant, donc il faut faire un petit peu de voiture. Arrivé au restaurant, l'équipe passe une excellente soirée, et à la fin de celle-ci, ils rentrent à la maison. Lorsqu'ils arrivent proche de la maison qu'ils ont louée, un des membres de l'équipe dit: les mecs, c'est quoi ce qu'il y a autour de la maison? Nicolas regarde, bien qu'il fasse super nuit à l'extérieur, mais il remarque une sorte de petite lumière. Et il se demande, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est en gros une lumière blanche, comme si c'était une petite lampe de poche, et là, quelque chose lui vient à l'esprit. Il se dit, mais en fait, ça ressemble étrangement à des gens qui sont avec leur téléphone, avec la lampe de poche, et qui regardent en gros d'autres maisons. Par contre, quelque chose qui est assez étrange, c'est que au bout d'un moment, toutes les lumières, donc peut-être les lampes de poche, se sont éteintes en même temps. Admettons que c'est des lampes de poche, c'est comme si les personnes qui les tenaient avaient entendu la voiture et qu'ils voulaient pas se faire voir. Du coup, ils ont éteint les lampes et ils sont partis. Eh bien, Nicolas et ses potes se disent, bon, on sort de la voiture, on va voir ce que c'est. C'est ce qu'ils font. Ils sortent et malheureusement,
il n'y a plus personne autour de la maison. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais malheureusement dans le sens où ils ne peuvent pas savoir qui c'est. Étant donné qu'on est au milieu de la forêt, peut-être que c'est des gens qui sont perdus, peut-être que c'est des gens qui veulent juste visiter, et Nicolas, il aurait bien voulu les renseigner. Mais bon, très vite, l'équipe oublie cette histoire, ils rentrent dans la maison, et là, ils continuent la soirée comme il se doit. Et oui, avant, ils sont allés faire quelques courses, ils ont acheté quelques boissons, quelques choses à manger, et c'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Vers 5 h du matin, tous les membres du groupe sont extrêmement fatigués, et ils vont se coucher. Pendant la nuit, il n'y a rien de particulier qui se passe. Par contre, pendant la nuit, on entend toutes sortes de bruits vu qu'on est en pleine nature. Et c'est des bruits qui sont un petit peu glauques. Mais bon, les amis dorment plutôt bien. Le lendemain matin, ils se réveillent assez tôt. Et le programme de la journée, il est plutôt simple. Ils ne vont rien faire. En gros, ils vont juste profiter d'être ensemble dans la maison. Par contre, Nicolas nous avoue qu'il a prévu une petite activité super sympathique pour la soirée. Et oui, cette fois, il a prévu de ne pas aller au restaurant, mais de manger dans la maison. Et vers 23 h, il propose à ses potes: les mecs, est-ce que ça vous dirait d'aller marcher dans la forêt en pleine nuit? On prend juste une ou deux lampes, on va explorer et on regarde ce qui se passe. Bien évidemment, tous ses potes partagent la même passion pour l'horreur et pour tout ce qui est glauque, donc ils acceptent. Eh bien c'est parti, tout le monde se prépare, ils enfilent leurs plus belles chaussures, leurs plus beaux vêtements parce qu'il fait quand même assez froid, ils prennent deux lampes, et le petit groupe s'en va. Juste avant de sortir de la maison, Nicolas repense à ce qui s'est passé la veille, donc le fait qu'il y ait potentiellement des personnes autour de la maison, et là il a une bonne idée. Il se dit, bon, on va laisser la lumière allumée dans la maison, comme ça, si quelqu'un arrive autour, il voit qu'elle est habitée et qu'elle n'est pas abandonnée. Il laisse donc la lumière allumée, et tout le petit groupe sort de la maison et trace à travers la forêt. Pendant les premières heures, il découvre des endroits juste hyper glauques, ça peut être des grottes, ça peut être des espèces de campements abandonnés, et franchement, il y a des choses super bizarres. À un moment, il y a des bougies qui sont mises en rond, avec une sorte de poupée à l'intérieur, donc ça fait tout droit penser à un rituel vaudou ou je ne sais quoi. À un moment, dans une grotte, il découvre toutes sortes de signes qui font référence au diable, donc vraiment des choses super bizarres, et qui en période d'Halloween font encore plus flipper. Bref, le groupe d'amis continue leur petite visite pendant 3 heures, et à la fin de celle-ci, eh bien, ils décident de retourner en direction de la maison. À nouveau, sur le chemin du retour, ils voient plein de choses bizarres, mais c'est lorsqu'ils s'approchent de la maison que Nicolas arrête ses potes, et il leur dit: les mecs, attendez, ne faites plus de bruit, regardez ce qu'il y a autour de la maison. Là, tout le monde se tait, et Nicolas observe. En gros, cette fois, il y a une grosse voiture qui est garée devant la maison et il y a des gens autour, mais la particularité de ces personnes, c'est qu'elles sont armées. Alors, autant hier, Nicolas pensait que c'était peut-être des gens des promeneurs qui se sont égarés, là, généralement, on ne fait pas une promenade avec une arme. Le groupe continue de regarder ce qui se passe et à un moment, ils entendent des gens parler. Et les personnes qui parlent n'ont pas l'air d'être très contentes, au contraire, elles ont l'air d'être super en colère. À un moment, Nicolas entend un des gars dire: le mec n'est pas là, il faut qu'on le trouve. Et pourquoi il faut qu'on le trouve? Parce qu'il a peut-être tout sur lui. Là, Nicolas ne comprend pas trop, mais par contre, un des membres du groupe, lui, a très bien compris. Il dit à Nicolas: ces mecs te connaissent, ils savent probablement qui tu es, et ils savent que tu as beaucoup d'argent, ils savent que tu as des montres de valeur, des objets de valeur sur toi, et en fait, c'est des cambrioleurs qui veulent tout simplement te voler. Donc il faut absolument qu'on se barre d'ici le plus discrètement possible, parce que s'ils nous entendent ou s'ils nous voient, on est mort. Ils n'ont franchement pas l'air de rigoler, ils ont des armes à feu sur eux, donc les mecs, on se retourne, on marche, on ne court pas, et vraiment, on ne fait aucun bruit. Nicolas dit à ce moment: non les gars, attendez, on regarde juste ce qu'ils font, et si vraiment on est en danger, on se casse. Et tout ça ne va pas durer très long, parce qu'au bout d'à peine une petite minute, ils voient des personnes qui sont en train de cambrioler la maison, qui s'approchent très gentiment d'eux. Alors, ni une ni deux, Nicolas dit à ses potes: les mecs, on se barre, on fait très doucement, mais on part loin d'ici. C'est ce qu'ils font, tout le monde se retourne et ils partent à l'opposé. Sauf que, vous l'aurez compris, on est au milieu d'une forêt en pleine nuit d'octobre, c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Heureusement, plusieurs membres du groupe ont leur téléphone sur eux, ils ouvrent Google Maps et là ils arrivent à peu près à se repérer. Et c'est une chance parce que c'est pas dans toutes les forêts qu'on capte du réseau, donc là Nicolas et ses potes peuvent s'estimer heureux. Mais les choses vont commencer à se gâter lorsque Nicolas entend une des personnes qui était en train de cambrioler la maison qui dit: ils sont là, il faut qu'on les attrape. Là, tous les membres du groupe ont entendu ça et tout le monde s'est mis à courir dans des directions opposées. Heureusement, Nicolas, lui, il est resté avec un de ses potes, donc ils forment un groupe de 2. Ils arrivent à courir le plus longtemps et le plus loin possible. Il nous raconte que ça dure presque une dizaine de minutes. Mais au bout de 10 minutes de course, ils arrivent au bord d'une route. Et là, Nicolas, il se dit: mais il faut absolument qu'on prévienne les autorités pour qu'ils puissent envoyer quelqu'un pour nous aider et peut-être essayer de faire en sorte de retrouver les affaires qui m'ont été dérobées dans la maison. Parce que oui, j'ai une montre de valeur sur moi, mais il y en avait une deuxième dans la chambre. Donc probablement qu'ils l'ont trouvée et c'est un petit peu embêtant de se faire voler ça. Alors Nicolas appelle la police,
Mais bien évidemment, le temps qu'ils trouvent la localisation et qu'ils entrent dans la forêt, eh bien les cambrioleurs sont partis depuis longtemps. Là, Nicolas nous raconte qu'il n'a pas de nouvelles de tous ses autres potes. Il a juste son pote qui est avec lui, mais tout le reste, il ne sait pas où ils sont. Et il prend une décision qui est peut-être bien, peut-être pas bien, je ne sais pas, c'est à vous de me dire en commentaire. Mais il dit à son pote, mec, on peut pas laisser la voiture là-bas, on peut pas laisser nos affaires comme ça. Il faut qu'on y retourne. Au moins pour récupérer le peu d'affaires qu'ils ont laissées et rentrer à la maison. Son pote, il accepte. Alors de nouveau, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Mais Nicolas et lui font demi-tour et ils vont dans la maison. Alors, par miracle, ils ne croisent pas le chemin d'un cambrioleur parce qu'imaginez s'ils tombaient sur l'un d'eux, ça aurait peut-être pu mal se passer. Ils arrivent dans la maison et là, effectivement, il y a tout qui est retourné, il n'y a plus d'affaires. Il reste à peine un sac vide. Et cerise sur le gâteau, les clés de la voiture et la voiture ont disparu. Donc autant vous dire qu'ils sont retournés pour rien. Bon, Nicolas et son pote, là, ils se retrouvent un petit peu dans la merde. Ils sont au milieu de la forêt en pleine nuit, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de sac, ils n'ont pas d'affaires, ils n'ont presque pas de quoi manger ni boire. C'est un petit peu compliqué. Heureusement, souvenez-vous, Nicolas a appelé la police et le temps qu'ils trouvent l'endroit, eh bien Nicolas ont eu le temps de rentrer dans la maison. Et c'est au bout de 10 minutes qu'une patrouille de police arrive chez eux et qu'ils essayent de comprendre. Nicolas leur dit, écoutez, vous êtes arrivés peut-être un petit peu tard, les gens ont eu le temps de partir. Par contre, vous allez pouvoir nous aider à nous ramener vers la ville pour qu'on puisse retrouver des affaires, retrouver notre chez nous et essayer de retrouver nos potes par la même occasion. Bien évidemment, après quelques empreintes relevées, quelques photos prises, les policiers ramènent les deux amis vers le commissariat. Là, on n'a pas vraiment de détails sur ce qui se passe, mais Nicolas nous raconte qu'en gros, il a réussi à retrouver son domicile, qu'il a retrouvé ses potes, que personne n'est blessé, sauf un qui s'est fait une cheville, donc il s'est fait une entorse en courant dans la forêt. J'ai envie de dire, ça aurait pu être bien pire, donc on va se contenter de ça. Par contre, je crois que c'est la première fois sur la chaîne qu'on a une histoire où personne n'est blessé, donc franchement tant mieux, mais que les seuls dégâts sont matériels. Car oui, Nicolas, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de plutôt fortuné, il a beaucoup d'objets de valeur sur lui, il a beaucoup d'argent, et évidemment, les cambrioleurs ont tout pris ce qu'il y avait dans la maison. Donc ses affaires à lui et celles de tous ses potes. Mais bon, c'est du matériel, ça peut se racheter, tandis que la santé, ça se rachète difficilement, voire pas du tout, donc j'ai envie de dire, ils s'en sortent bien. Et mes amis, quand je vais vous dire pourquoi Nicolas s'est fait cambrioler cette nuit-là, alors que ça devait être une nuit de fête, vous allez peut-être réfléchir à 2 fois avant de mettre un message sur les réseaux sociaux. Nicolas a été cambriolé par un groupe de personnes qui le connaissent très très bien. Bon, on ne sait pas la relation qu'ils ont, par contre, on sait que c'est des personnes qui sont extrêmement jalouses de Nicolas et de sa réussite. Et souvenez-vous, le soir où Nicolas et ses potes sont arrivés autour de la maison, Nicolas a pris son téléphone, il a pris une photo, et il l'a publié sur Facebook. Et ce con, il a réussi à donner l'adresse exacte de là où se trouve la maison. Et évidemment, ces personnes jalouses n'ont pas réfléchi 2 fois. Ils ont saisi l'opportunité. Ils se sont rendus là-bas parce qu'ils savaient qu'il allait être à cet endroit-là, à cet instant précis. Donc ils savaient exactement ce qu'il allait faire, où il serait. Et c'est une parfaite occasion de le cambrioler. Et ça, mes amis, ça arrive absolument tous les jours dans le monde et je pense que c'est la raison principale pour laquelle des cambriolages ont lieu. C'est que des personnes partagent toute leur vie sur les réseaux sociaux et ce, en temps réel. Dès qu'ils vont à un endroit, ils prennent une photo, ils mettent une story ou une publication, ils disent « je suis à telle adresse en ce moment, c'est super cool, je m'amuse bien ». Mais derrière, c'est une mine d'or pour les cambrioleurs parce qu'ils savent que la personne ne sera pas à la maison. La seule chose qui est bizarre dans cette histoire, c'est que souvenez-vous, les personnes ont dit « il n'est pas là, il faut qu'on le retrouve ». Donc ça sous-entend que peut-être elles cherchaient de l'argent, mais qu'elles cherchaient également Nicolas lui-même. Et pourquoi elles avaient des armes, ça on n'en a aucune idée, j'imagine que c'est une histoire bien plus glauque, mais ça je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas l'essentiel c'est que Nicolas et ses potes n'ont rien, c'est juste des objets qu'ils ont perdus. Certes c'est beaucoup d'argent, mais ça reste du matériel, ils ont la santé, ils ont la vie, donc tout va bien. À l'histoire de Léana. Son histoire, mes amis, vous allez voir qu'elle est juste terrible, enfin elle est terrible dans le sens elle fait hyper flipper, et c'est un scénario qui colle exactement avec le thème de la semaine, c'est-à-dire Halloween. Tout se passe aux États-Unis. À l'époque des faits, Léana a 21 ans et elle nous raconte que tout est bien dans sa vie. La seule chose qui lui manque, elle nous dit que c'est une relation amoureuse, mais voilà, elle n'a pas forcément le temps pour aujourd'hui, parce que oui, elle est en études. Donc tout ça, ça viendra après. Au niveau de sa vie sociale, elle nous raconte qu'elle n'est pas à plaindre. Elle a un groupe d'amis qui sont juste en or. Elles ne sont pas beaucoup à l'intérieur de celui-ci, mais par contre, elle nous explique qu'elle s'amuse comme des petites folles. Chaque sortie, c'est un moment de véritable bonheur, et ça, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Et d'ailleurs, ce qui est super cool, c'est que Léana, elle est en classe avec la majorité de ses amis qui font partie du groupe. Donc finalement, elles ont presque toutes le même horaire, et du coup, ça veut dire qu'elles peuvent se voir très régulièrement, et sans trop de difficultés. D'ailleurs, le fait qu'elles soient en classe, c'est le début de cette histoire, parce que oui, un fameux jour, les amis sont en train de suivre un cours, lorsque Léana dit à ses potes « Les amis, c'est bientôt Halloween, on n'a rien de prévu, c'est une honte. » Là, une de ses potes la regarde et lui dit «
c'est vrai que cette année on n'a pas prévu grand chose, ça vous dit qu'on se retrouve ce soir chez Léana, comme ça on discute un petit peu de ce qu'on peut faire, voir si on a des soirées qui sont organisées, si on peut se rendre à un endroit spécifique. Et là les amis ils disent ouais vas-y franchement on est super chaud, en plus aujourd'hui on est vendredi, qui dit vendredi dit demain, c'est le week-end, donc on peut faire tard comme jamais. Parfait, en à peine 45 secondes, les amis ont prévu la soirée d'aujourd'hui et ça va être incroyable. Pendant toute la journée, les amis nous racontent qu'elles se tapent un cours de mathématiques et elles ont une seule envie, c'est de crever. Les maths, c'est probablement la chose qu'elles détestent le plus au monde. J'ai envie de dire, je les comprends, parce que c'est aussi mon cas. Tout ce qui est maths, physique, chimie, je déteste par-dessus tout. S'il y en a qui aiment, je suis très content pour vous. Par contre, moi, c'est pas possible. Bref, à la fin de la journée, Léana sort de l'établissement scolaire, elle se rend à l'arrêt de bus, et là, elle attend. Elle attend 5, 10, 15, 20 minutes, et le bus n'est toujours pas là. Bon, alors on rigole un petit moment, mais par contre dehors il pleut et c'est un petit peu embêtant. Parce qu'en plus elle n'attend pas sous l'abribus, elle attend à côté parce qu'il est plein. Du coup, je vais pas vous faire un dessin, mais elle est juste trempée. C'est au bout de 40 minutes, donc 30 minutes de retard, que le bus pointe enfin le bout de son nez. Bon, déjà, après avoir eu des cours de maths pendant toute la journée, ce petit retard de bus vient clôturer, entre guillemets, cette journée de merde. Heureusement, ce soir, il y a la soirée avec ses potes, ça va être incroyable, elles vont prévoir ce qu'elles vont faire à Halloween, et ça, généralement, dans l'année, c'est un moment que Léana affectionne particulièrement. Elle fait son trajet en bus, au bout de 20 minutes, elle arrive chez elle, complètement trempée, elle se change, et elle se pose enfin tranquillement sur son canapé. Là, elle avait prévu de faire plein de choses super productives avant que la soirée commence, mais malheureusement, la fatigue l'emporte et Léana s'endort. Au bout de 2 heures de sieste, notre amie est réveillée parce que quelqu'un vient de sonner à la porte. Elle se réveille en panique, elle est là, merde, j'ai complètement oublié la soirée. Elle va ouvrir la porte et là, c'est la première amie qui vient d'arriver. Elle lui dit, écoute, Kouz, je suis absolument désolé, j'étais en train de dormir il y a à peine 30 secondes, donc je suis pas du tout prête. Aucun souci, elle la fait rentrer, les deux amis commencent un petit peu à discuter, Léana en même temps, elle se prépare. Et en à peu près 1 heure, les amis commencent à tout arriver. Léana a eu le temps de se changer, elle a eu le temps de se préparer et l'ensemble du groupe commande des petites pizzas. 1 heure plus tard, quelqu'un sonne à la porte, c'est le livreur qui vient amener la nourriture. Les amis prennent leur pizza, elles se mettent autour d'une table et commencent à prendre le repas. Et pendant qu'elles mangent, elles discutent de cette fameuse soirée d'Halloween. Il y en a une qui dit, mais moi j'ai peut-être une soirée avec un pote qui l'organise. Une autre dit, bah moi j'ai aussi une soirée de mon côté, donc si jamais vous pouvez y venir. Et Léana, elle dit, bah franchement c'est super cool, je vous propose qu'on aille à une soirée d'un de vos potes, donc si jamais vous voulez décider laquelle, sentez-vous libre. Au bout de quelques minutes, elles arrivent enfin à décider quelle soirée elles vont rejoindre durant le soir d'Halloween et elles continuent de manger. La soirée se passe merveilleusement bien et à la fin de celle-ci, tout le monde rentre à la maison à l'exception d'une amie de Léana. Et oui, elle a prévu de rester dormir chez elle pour qu'elle puisse continuer la soirée et la nuit ensemble. Et surtout, ça l'arrange parce qu'elle habite très très loin. Le lendemain matin, on est samedi, Léana et sa pote nous racontent qu'elles sont allées au centre commercial du coin pour faire quelques courses. Elles en ont profité pour faire un petit peu de shopping et à un moment, elles arrivent dans un magasin qui est spécialisé dans les costumes d'Halloween. Ni une ni deux, les amis rentrent à l'intérieur de celui-ci parce que c'est quelque chose qu'elles adorent et en à peine quelques minutes, Léana et sa pote trouvent le déguisement de leur rêve, c'est celui d'une nonne. Bon, là, elles sortent la carte de crédit, elles prennent 2 déguisements à leur taille parce que vraiment, il est magnifique et il fait super flipper et il est super glauque. Elles rentrent à la maison, elles l'essayent et là, elles sont refaites. Elles ont trouvé leur perle rare pour la fête d'Halloween de cette année et elles nous expliquent que ça va juste être incroyable. À partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles de Léana et de ses potes. Par contre, l'histoire reprend le fameux jour de cette soirée d'Halloween. Ce jour-là, il est 18 h, Léana commence à se préparer, elle enfile son meilleur déguisement qu'elle a acheté il y a quelques jours, donc celui de la nonne. Elle retrouve ses potes dans son village, et là, tout le monde va à pied à la fameuse soirée du pote. En gros, c'est une soirée qu'il a organisée dans une maison, parce qu'apparemment, ses parents ne sont pas là, donc il peut profiter pour déglinguer la maison, et il a invité une 40aine de personnes. Ce qui, dans une maison, est quand même conséquent. Pendant une petite heure, les amis s'amusent. Par contre, arrivé 23 h minuit, elle nous raconte qu'elle s'emmerde un petit peu. Et oui, c'est des gens qu'elle ne connaissent pas forcément, l'ambiance est festive mais sans plus. Et là, l'une des potes de Léana, qui fait partie du groupe, a la merveilleuse idée de proposer d'aller se balader dans le village et dans les environs pour continuer la soirée. Bon, ben les amis, elles n'ont pas grand chose de mieux à faire, elles acceptent et tout le monde sort de la maison. Là, elles commencent à marcher dans les rues, il fait bien évidemment tout nuit et elles décident d'explorer un petit peu les lieux. À un moment, elles se retrouvent dans une sorte de champ qui est entouré par une sorte de forêt. C'est pas vraiment une forêt, mais par contre, il y a plusieurs arbres, c'est un endroit qui est assez glauque. Elles décident d'aller dans cette direction et elles n'ont aucune idée d'où elles vont atterrir. À un moment, une des amies distingue au loin une espèce de lumière et en regardant un petit peu mieux, elle distingue la silhouette d'un bâtiment. Toutes les amies
amies se regardent, elles ont la même idée en commun, elles se disent on va aller voir ce bâtiment. Parce qu'il est vraiment très reculé du village, ça veut dire qu'il y a probablement une fête d'Halloween là-dedans, et c'est peut-être des gens qui veulent se cacher, donc ça peut être super cool. Dans le sens, ça peut être une autre ambiance, c'est peut-être des choses un petit peu plus glauques, et nous, c'est ce qu'on recherche pour ce soir, donc allons-y. Nos amies s'avancent gentiment en direction de ce bâtiment, et plus elles avancent, plus elles voient que ce bâtiment, c'est pas n'importe lequel, c'est une sorte de petite église. Et c'est typiquement le genre d'église qui fait super flipper, qui est super glauque, qui se trouve au milieu de nulle part, qui est dans un état pitoyable, et là, ça correspond exactement au thème d'Halloween. Arrivés à quelques mètres de l'église, les amis entendent une sorte de bruit assez particulier. Et oui, c'est pas le bruit d'un animal qui court derrière elle, ou bien c'est pas le bruit d'une feuille qui vient de tomber, pas du tout. Il s'agit d'un chant d'église. Et aucune des filles du groupe ne reconnaît ce chant, alors qu'elles sont très croyantes et très pratiquantes. Donc là, elles commencent à se dire plein de trucs dans leur tête, elles se disent mais c'est un truc sur le satanisme, c'est un rituel ou j'en sais rien quoi. Et une des membres du groupe a quand même le bon esprit de dire non mais les filles pas du tout, c'est un chant normal, voilà. Ça ressemble pas à un truc hyper glauque. On va aller voir à l'intérieur ce qui se passe et on va regarder si on peut participer. Par contre, dans le cas où il s'agit d'une vraie cérémonie pour quelqu'un, on va pas aller les déranger. Bien qu'on est le soir d'Halloween et que généralement les messes, etc., c'est pas à ce moment-là qu'on les fait. Les amies s'approchent de la porte d'entrée de l'église, elles regardent un petit peu dans le trou qu'il y a et là elles voient qu'il s'agit bel et bien d'une cérémonie. Par contre, en regardant un petit peu mieux, Léana remarque que tout le monde dans la salle a un même déguisement. C'est une sorte de cape avec un petit chapeau. Le visage est partiellement couvert et en plus de ça, tout le monde est de dos. Parce que oui, il regarde en direction de là-bas tandis que la porte se situe juste là. Mais Léana se rend très vite compte qu'il ne s'agit pas d'une messe de Noël ou quoi, mais plutôt d'une cérémonie assez particulière. Et oui, parce que la décoration de l'église a été spécialement aménagée et conçue pour l'occasion, parce que par terre, il y a plein de bougies. Parce que généralement, dans une église, c'est pas le cas, il y a quelques bougies, mais il n'y en a pas des milliers. Léana et ses potes vont faire un truc qu'elles vont très probablement regretter plus tard. Elles vont rentrer très discrètement dans l'église lorsque le prêtre, entre guillemets, a le dos tourné, donc personne ne les voit. Elles font très doucement et elles vont se cacher derrière un des meubles qui est à l'entrée de l'église. En gros, il y a le couloir de l'entrée et à droite, il y a une sorte de petit meuble et elles se cachent juste derrière celui-ci. Pendant plusieurs minutes, elles observent ce qui se passe. En gros, apparemment, ils chantent, ils font une sorte de rituel, une sorte d'incantation un peu chelou. Mais l'ambiance va devenir particulièrement glauque et particulièrement flippante lorsque tout le monde se lève. Ils se mettent en rond et se tiennent la main. Là, Léana regarde ses potes, elle leur fait comprendre par son regard, mais dans quoi est-ce qu'on s'est foutu? Et la soirée va prendre une toute autre tournure lorsque le prêtre qui était sur la scène s'absente un moment et au bout d'une petite minute, il revient avec quelqu'un qui a les mains menottées dans le dos avec les yeux bandés et un scotch sur la bouche. Là, en voyant ça, le groupe d'amis sait exactement à quoi elles ont affaire, mais leur cerveau ne veut pas l'accepter. Elles se disent, mais il va probablement se passer quelque chose de très gore, très bizarre et très glauque, mais c'est Halloween, donc c'est probablement une mise en scène. Les personnes avec les capes et les chapeaux ouvrent le cercle, donc ils lâchent les mains, le prêtre rentre à l'intérieur avec la personne qui est ligotée et il le couche par terre sur le dos. Et là, nos amis ont extrêmement peur et elles flippent pour leur vie lorsqu'elles entendent quelqu'un qui rentre dans l'église. Elles regardent à côté d'elles en espérant que cette personne ne les voit pas, parce que si elle les voit, c'est terminé. En voyant la personne qui passe juste à côté d'elle sans les voir, parce qu'elles sont dans l'obscurité derrière un meuble, elle remarque qu'elle est déguisée tout en noir, mais par contre, ce qui est hyper glauque, c'est qu'elle a un masque qui ressemble à un crâne d'animal. Et c'est pas tout, dans les mains, elle tient une énorme machette, et là, en quelques fractions de secondes, Léana comprend très vite ce qui va se passer, et c'est rien de réjouissant. Elle dit à une de ses potes qui est juste à côté, mais je pense que là on a affaire à un rituel, on doit être tombé dans une espèce de secte hyper chelou, ça expliquerait pourquoi ils sont très en retrait du village. Et elle dit à ses potes, mais est-ce qu'on va vraiment rester ici pour assister à ce massacre? Je ne suis pas sûr, mais par contre, si on se lève et qu'on sort de l'église, ils vont probablement nous pourchasser, et peut-être qu'ils courent un petit peu plus vite que nous. Donc, est-ce qu'on prend le risque de sortir et que ce soit nous qui se retrouvions au milieu du cercle et qu'on prenne des coups de machette, ou alors on reste dans l'église et on assiste à ce massacre? Je ne sais pas. Et finalement, elles n'ont pas vraiment le temps de réfléchir plus que ça, parce que au bout de quelques secondes, elles entendent le cri d'une personne qui semble souffrir le martyre. Et je ne vous fais pas de dessin, c'est cette personne qui était ligotée par terre au milieu du rond, qui est malheureusement en train de se faire torturer. Au bout de 2 minutes, mais qui paraissent être une éternité, il y a un grand silence dans l'église, donc elles comprennent très vite que la personne s'en est malheureusement allée. Là, il y a des membres du groupe carrément qui pleurent parce qu'elles se disent, mais
c'est son tour, mais maintenant ça va être à nous. Ils vont nous voir, ils vont voir qu'on est caché derrière ce meuble, ils vont passer à côté de nous, ils vont sentir notre odeur, ils vont nous voir, ils vont nous prendre, nous mettre au milieu du cercle et nous faire un petit peu de mal. Et là, Léana, elle se dit, mais je ne peux pas laisser faire ça à mes amis, il faut absolument que je les sorte de cette situation. Elle les regarde et elle leur dit, les filles, on va se glisser en dehors de l'église et on va faire très vite et on se barre en courant. C'est ce qu'elles font. Elles profitent d'un moment où il y a un petit peu de bruit au milieu de la salle. Elles se lèvent, elles vont accroupies justement en direction de la porte, mais malheureusement pour elles, celle-ci est fermée. Donc Léana comprend très vite, elle a une chose à faire, c'est d'ouvrir cette porte et de partir en courant avec ses potes. Par contre, en ouvrant la porte, il y a un très gros risque que les personnes au milieu de la salle, au milieu de l'église, s'en rendent compte. Et là, elle ne sait pas comment elles vont réagir, peut-être qu'ils vont rester là, peut-être qu'ils vont leur courir après, mais malheureusement, elle n'a pas le choix. Elle dit à ses potes, les filles, dès que j'ouvre cette porte, on se casse en courant toutes dans la même direction. C'est ce qu'elle fait. Elle prend la poignée, elle la tire, et les filles se mettent à courir. Et me demandez pas pourquoi, il y a une des membres du groupe qui se met à crier en même temps qu'elle court, donc la chose à ne pas faire. Évidemment, les personnes qui ont fait le sacrifice s'en rendent compte et elles se mettent à les courser. Mais heureusement, le groupe de filles a pris une petite avance, ce qui leur permet de les semer et de s'en sortir. Là, elles ont tellement peur, elles sont tellement paniquées qu'elles décident de rentrer chez Léana, de prendre un téléphone, d'appeler la police et de les avertir de ce qu'il vient de se passer. Et elles nous expliquent qu'elles ont attendu d'être chez Léana, d'être en sécurité pour être sûr que personne ne les suive, comme ça elles peuvent prendre tranquillement le téléphone et appeler la police pour tout leur dire sans oublier de détails. La police au bout du fil dit qu'ils vont faire le nécessaire pour aller voir ce qu'il se passe et à partir de ce moment-là, Léana et ses potes n'ont plus de nouvelles. Les filles terminent la soirée chez Léana, elles sont absolument toutes traumatisées, c'est une catastrophe, il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent mais de façon nerveuse. Et là elles décident de faire quelque chose qui est selon moi bien dans ce cas-là, c'est qu'elles décident de toutes rester dormir chez Léana, bien qu'elles n'aient pas forcément les affaires pour. Le lendemain matin, bien évidemment personne n'a réussi à dormir, elles ont discuté pendant toute la nuit, donc elles ont fait une belle nuit blanche. Les filles rentrent chez elles et elles sont toujours sous le choc. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque Léana est à l'école avec ses potes et qu'à la pause, elle consulte son téléphone et qu'elle voit une news assez inquiétante. Et oui, apparemment un corps a été retrouvé dans un sale état, dans une église de la région, et là Léana, en lisant ça, elle se met à pleurer. Elle montre à ses potes et elle leur dit, les filles, la soirée de l'autre jour, à Halloween, regardez ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'en doutait toutes, mais la personne qu'on a vue se faire maltraiter et torturer est malheureusement décédée. Il s'agirait effectivement d'un délire de secte, de rituel et de sacrifice, et là, les filles ne savent juste pas quoi faire. Léana nous raconte que elles ont continué les cours pendant toute la journée, par contre, dès le lendemain, toutes les personnes du groupe ont suivi une thérapie parce que c'est juste pas possible de vivre avec ça. Et qu'aujourd'hui, malgré que ça se soit passé il y a quelques années, elles ont toujours ces images qui les traumatisent. Et d'ailleurs, elles ont quotidiennement une pensée pour cet homme qui est tragiquement décédé, dans des circonstances juste abominables. Imaginez, c'est une secte qui fait des sacrifices, des rituels en l'honneur de je ne sais quoi, c'est abominable. Quant à Léana, aujourd'hui elle va un petit peu mieux, malgré le fait que souvent elle fait des nuits blanches parce qu'elle fait des cauchemars, elle repense à tout ça. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'espérer que d'ici quelques mois, quelques années, elles iront mieux, qu'elles ne penseront plus à tout ça. Même si je pense que vous n'oubliez pas complètement, par contre, vous y pensez plus de façon active. Voilà, c'est la fin de cette histoire, elle est super glauque, mais bon, ça correspond un petit peu au thème d'Halloween. Par contre, je vous mets en garde, chaque fois que je raconte une histoire sur la chaîne, prenez-la avec des pincettes. C'est le cas de celle-ci aussi, je l'ai trouvée sur un forum, donc qui vous dit que la personne qui l'a écrite n'a pas raconté n'importe quoi? Si je veux, moi je peux aller écrire une histoire, dire qu'elle est complètement vraie, alors que pas du tout. Vous aussi, donc prenez tout ça avec de grosses pincettes. Il y a de fortes probabilités que cette histoire ne se soit jamais passée, bien que voilà, on sait qu'on est dans un monde de fous, peut-être ça s'est déjà passé, mais pas exactement comme ça. Et je pense que c'est mieux de se dire ça plutôt qu'elle s'est réellement passée et qu'une personne a perdu la vie dans des circonstances juste tragiques. Et aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Gloria. Au moment où tout ça se passe, Gloria habite aux États-Unis et elle est mariée à un homme qui est super sympa. Elle nous raconte que son mari, c'est vraiment toute sa vie. Elle s'entend à merveille avec lui, ils partagent les mêmes centres d'intérêt, elle peut tout lui dire et ça, franchement, c'est juste la meilleure des choses qui existent. D'ailleurs, les deux partagent une passion, c'est celle de l'aventure. Et par aventure, j'entends tout ce qui est randonnée, marche en forêt, etc. Est-ce que vous le voyez venir comme moi? J'en ai bien l'impression. Elle nous dit qu'ils adorent ça depuis qu'ils se connaissent. Ils en font souvent et ils prennent toujours le
même plaisir. Un fameux jour, Gloria rentre du travail, elle retrouve son copain dans le salon, enfin son mari, et là, elle lui raconte quelque chose qu'elle a imaginé. Effectivement, cet été, elle a envie de partir, faire une randonnée, et en fait, c'est un chemin qui dure sur plusieurs jours. Et apparemment, c'est quand même assez compliqué, et chaque soir, ils doivent dormir à des checkpoints. Cette randonnée, généralement, ils ne sont pas les seuls à la faire. C'est des excursions de groupe, en gros, ils sont plusieurs. Ça peut être des familles, des couples, des personnes seules, bref, absolument tout le monde. Et donc, en gros, elle parle de cette excursion à son copain, et là, sa réaction est super cool, et il lui dit, bah écoute, pourquoi pas, on peut organiser ça prochainement. Et là, Gloria est prise d'une euphorie absolument totale, et elle lui dit, mais est-ce qu'on n'organiserait pas ça tout de suite? Son copain lui dit, vas-y, t'as raison, comme ça c'est fait. Elle va chercher son ordinateur dans sa chambre, et elle revient au salon. Les deux commencent à se renseigner un petit peu sur internet de ce que c'est, de ce qu'il ne faut pas faire, des différents checkpoints, de comment on dort, des affaires à prendre, etc. Comme ça, le jour du départ, au moins ils sont sûrs de ne pas avoir de surprise et de ne rien oublier. Après 2 heures de recherche, les deux nous racontent qu'ils ont trouvé toutes les infos dont ils avaient besoin et qu'ils sont prêts à partir. Les deux sortent la carte bleue, cliquent sur réserver et le voyage est enfin prêt. Il aura lieu dans 2 mois, en plein été, et il est censé durer 2 jours. Évidemment, entre les différents checkpoints de l'excursion, il y a de la nourriture, de quoi se ravitailler histoire de ne pas claquer. Et bref, à partir de ce jour-là, c'est 2 mois qui passent sans qu'on ait vraiment de nouvelles du couple. Hormis le fait que dans leur vie, eh bien, tout se passe à merveille au niveau travail, au niveau familial, au niveau sentimental. Et franchement, je pense qu'on est super content pour eux. L'histoire recommence la veille de l'excursion. Effectivement, les deux amoureux doivent aller se coucher assez tôt, même très tôt, parce qu'un bus passera les chercher à 6 h du matin. Il y a en effet beaucoup de trajets à parcourir jusqu'au point de départ, mais les deux sont fin prêts, les affaires sont pactées et le mental est bien solide. Et la condition physique, elle suit quand même, parce que pour faire une telle excursion, il faut quand même être bien dans ses baskets et avoir un petit peu de souffle. Après un repas bien costaud, les deux amoureux vont dans leur chambre, ils se mettent au lit et ils s'endorment à minuit. Quelques heures plus tard, malheureusement, ou heureusement, je sais pas si on peut dire ça, le réveil sonne et c'est comme si le couple n'avait pas dormi du tout. Mais bon, ils sont quand même super excités à l'idée de partir faire cette randonnée. Ils se lèvent, ils prennent quelque chose en guise de petit déjeuner, ils se préparent, ils s'habillent et ils sortent devant chez eux. Au bout de quelques minutes seulement à attendre, le bus vient les chercher. Ils montent à l'intérieur et l'excursion peut enfin commencer. Au bout de 4 heures de trajet, les deux amoureux arrivent enfin au point de départ. Gloria nous raconte qu'il faisait une chaleur absolument épouvantable et que dans le bus, limite, elle manquait d'oxygène. Elle arrivait presque pas à respirer tellement c'était humide, tellement c'était désagréable. Mais maintenant ça va, elle est en plein air et l'excursion peut commencer. Tout le monde sort du bus, se retrouve sur une petite place, ils se mettent en rond et au milieu, il y a le guide qui explique gentiment ce qui va se passer pendant ces prochains jours. Gloria, elle regarde un petit peu autour d'elle pour voir avec qui elle va partager cette aventure et majoritairement, ce sont des familles, il y a des couples, il y a 2-3 personnes qui sont seules, enfin bref, il y a absolument de tout. Après une petite dizaine de minutes à expliquer comment vont se dérouler les prochains jours, le guide lance le départ. Chaque personne a une petite carte et des affaires de secours, comme ça, si jamais ils venaient à s'égarer, ben ils peuvent se retrouver assez facilement. Et chaque groupe a une boussole parce que oui, cette excursion c'est majoritairement en forêt, donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Imaginez si vous vous perdez en plein milieu de la forêt pendant la nuit, sans boussole, sans carte, c'est assez délicat et assez problématique. Durant les premiers kilomètres, Gloria et son copain nous racontent qu'ils sont émerveillés, tant par la course en elle-même que par la beauté du paysage, et que franchement, ces moments resteront probablement gravés à vie dans leur tête, pour le meilleur ou pour le pire. Après d'interminables heures de marche, le couple arrive enfin au premier checkpoint, ainsi que tous les groupes. Chacun a sur soi une sorte de sac de couchage. Il y en a même qui sont sous tente, ils ont de quoi faire griller 2-3 trucs pour le repas, et en gros, tout va bien. Après quelques petites dizaines de minutes à s'installer, tout le monde se retrouve autour d'un petit feu, enfin même d'un grand feu, pour y faire des grillades. L'ambiance est incroyable, c'est une sorte d'ambiance de feu de camp, de camping, de colonie, et ça, Gloria et son copain, ils adorent. Gloria, pendant le repas, elle jette un petit coup d'œil pour voir qui est dans le groupe, elle arrive à reconnaître des personnes qu'elle a vues au début lorsqu'ils étaient sur la place et que le guide donnait les explications. Elle remarque qu'il y a 2-3 personnes qui ont l'air assez chelous, sans plus, mais sinon, l'ensemble des personnes présentes ont un sourire grand jusqu'aux oreilles. La soirée se passe à merveille, les grillades n'étaient pas de trop, elle nous avoue qu'elle avait quand même bien faim, et une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent aller dans leur tente et s'endormir. À 6 h du matin, tout le monde est naturellement réveillé par le soleil. Ils n'ont pas beaucoup dormi, mais aujourd'hui, c'est une super longue journée qui les attend parce qu'ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. Mais bon, rien ne peut arrêter nos deux amoureux, ils prennent leur sac, mettent leurs chaussures et se mettent en route en direction du chemin. À nouveau, Gloria et son copain sont émerveillés par la beauté de la nature. En plus de ça, aujourd'hui, ils arrivent à faire la connaissance de plusieurs couples qui sont sur la même excursion qu'eux, donc finalement c'est super sympa. Ils apprennent à se connaître, elle nous raconte que c'est une des plus belles rencontres qu'elle n'a jamais fait. Parce qu'effectivement, le couple à qui elle parle, il est super sympa, autant le mari que la femme. Ils partagent un peu les mêmes passions et c'est ce qui les lie aujourd'hui. De nouveau, vers 20 h, la nuit tombe et ça tombe bien,
parce que l'ensemble du groupe est arrivé au nouveau checkpoint. Je vous mens pas, à ce moment-là, Gloria et son copain, ils ont cru qu'ils allaient faire un malaise tellement ils avaient faim et tellement ils sont fatigués. Ils n'ont plus de force, ils ont des courbatures dans tout le corps. Donc une fois arrivés au checkpoint, c'est pas la grande joie. Mais bon, finalement, la soirée se passe quand même bien. Ils nous racontent qu'à nouveau, ils font un feu avec tout le monde, ils font des grillades et à la fin de la soirée, tout le monde va dans sa tente. Vous allez voir, la première nuit s'est plutôt bien passée, mais malheureusement, la deuxième va être un véritable enfer. À peine 2 heures après s'être endormie, Gloria nous raconte qu'elle est réveillée par une étrange odeur. C'est comme si quelque chose était en train de brûler ou de fondre à côté d'elle, enfin c'est assez bizarre. Son copain se réveille au même moment qu'elle, et là Gloria elle lui dit mais j'ai l'impression d'entendre du bruit à l'extérieur de la tente. Son copain, en véritable gentleman, sort de la tente, il regarde un petit peu à gauche à droite, et là il se rend très vite compte que quelque chose de très grave est en train de se passer. Absolument tout le campement autour d'eux est en train de brûler. Et c'est pas le feu qui vient de commencer il y a 3 minutes, c'est des flammes qui font plusieurs mètres de hauteur. Il y a des cris absolument partout, des familles, des enfants, enfin c'est terrible. Et là, le copain ne réfléchit pas plus longtemps que ça, parce qu'en fait, il voit que leur tente est prise au piège par d'énormes flammes. Et du coup, il dit à Gloria, tu me tiens la main, tu serres les dents, et malheureusement, on va courir à travers les flammes. On n'a que très peu d'habits, on a juste des sous-vêtements, donc on ne va pas forcément brûler. Alors ça va faire très mal, parce que c'est de la chaleur et c'est du feu, mais au moins, on ne sera pas une torche vivante. Gloria, elle a pas vraiment le temps d'avoir peur ou le temps d'hésiter. Son copain prend sa main, ils se mettent tous les deux à courir à travers les flammes. Ça dure à peine une demi-seconde, mais malheureusement c'est assez pour faire très mal à Gloria et à son copain, pour leur faire de grosses brûlures. Mais heureusement, la douleur est quand même supportable, mais je pense que c'est surtout à cause de l'adrénaline. Ils sont surtout brûlés au niveau des jambes, après le reste du corps ça va, mais ils arrivent quand même à poursuivre le chemin pour aller se mettre en sécurité. Sur leur passage, ils aident également des enfants qui étaient pris au piège par les flammes. Derrière eux, ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués et qui seront prisonniers des flammes à tout jamais. Quand j'imagine la scène, ça doit juste être horrible à vivre ça. Imaginez, vous allez avec votre mari dans un endroit où c'est censé être le paradis et au final ça se transforme comme l'enfer sur terre. Au final, Gloria et son copain arrivent à se mettre en sécurité sur une espèce de place qui n'est pas rongée par les flammes. Là, il y a d'autres personnes, que ce soit des couples, des personnes seules ou des familles, mais elle nous raconte que absolument tout le monde, mais tout le monde est choqué. Et je pense qu'on peut tous le comprendre. Et imaginez, Gloria et son copain, il y a à peine 2 minutes, voire 1 minute 30, ils étaient en train de dormir paisiblement dans leur tente, et là ils se retrouvent avec quelques vêtements sur eux, avec des gens brûlés autour d'eux, enfin c'est abominable. Ils sont vraiment à poil au milieu de la forêt, et ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est dans un cauchemar, dans un mauvais rêve? Mais malheureusement, non. C'est bel et bien la réalité. Très vite, le couple entend des sirènes qui arrivent, c'est évidemment les camions de pompiers qui ont été appelés en urgence. En plus de ça, il y a énormément de voitures de police, d'ambulances qui sont là pour prendre en charge les blessés, il y a même des hélicoptères, enfin c'est un film d'action. Les images qu'ils ont vues par la suite vont les hanter jusqu'à leur mort. Ils ont vu des gens qui ont été réanimés à même le sol sans même que ça fonctionne, que ce soit des adultes, des enfants ou des familles complètes. Et sincèrement, je pense que ça doit vraiment traumatiser. Le couple est pris en charge par une ambulance parce qu'évidemment, dans les incendies, ce ne sont pas forcément les flammes qui font le plus de dégâts, mais c'est généralement la fumée et tout ce qui est toxique. Après un petit contrôle, l'ambulance souhaite quand même les emmener à l'hôpital pour être sûr de savoir ce qu'il se passe. Ils sont mis à l'arrière de l'ambulance et celle-ci file tout droit en direction de l'hôpital. Là-bas, un médecin les prend en charge, les infirmières également, et après plusieurs heures d'examen très poussés, il s'avère qu'ils n'ont rien de spécial. Cependant, ils vont quand même rester dormir cette nuit parce que comme ça, ils peuvent être surveillés et en sécurité. Inutile de vous préciser que le couple n'arrive pas à dormir de toute la nuit tellement ils sont traumatisés. Ils nous racontent que très vite, après les premiers tests effectués à l'hôpital, ils ont parlé à une psychologue et que ça les a un petit peu aidés, mais pas plus que ça. Le lendemain matin, après seulement quelques minutes de sommeil, le couple se réveille. Ils peuvent discuter un petit peu avec la psychologue et sur accord médical, ils peuvent rentrer à la maison. Le transfert est organisé par l'hôpital et plusieurs heures après, le couple arrive enfin à la maison. Ils nous racontent que la première chose qu'ils font, c'est de pleurer, de se prendre dans les bras tellement ils ont vécu des choses atroces. Le voyage, qui devait être à la base juste incroyable et le meilleur moment de leur vie, s'est transformé comme le pire moment de leur vie et l'enfer sur terre. Ils s'attendaient pas du tout en partant à voir des gens mourir à même le sol dans des conditions juste atroces. Et ça, autant vous dire que ça va leur prendre un sacré moment à oublier. Et sincèrement, je pense qu'on n'oublie jamais. Eux, malheureusement, face à ces gens qui étaient en train de périr, ils étaient complètement impuissants et c'est juste terrible. Les mois et même les années qui ont suivi ont été terribles pour le couple parce que je vous laisse imaginer un peu la situation. Ils n'ont pas pu dormir pendant des mois. Un fameux soir, lorsqu'ils sont en train de regarder la télévision, ils regardent le journal télévisé pour un petit peu avoir des infos. Le sujet qui passe, c'est le résultat de l'enquête. Et vous allez voir, ça fait très froid dans le dos. Apparemment, après plusieurs mois d'enquête, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur
sur l'auteur de cet incendie parce que oui, c'est pas un incendie naturel, c'est quelqu'un, donc un pyromane, qui l'a provoqué volontairement. Et pire que ça, la personne qui a commis cette atrocité, c'est un membre qui faisait partie de l'excursion. Il est connu des services de police pour être un pyromane et pas juste le mec qui aime les allumettes, mais le gars qui aime mettre le feu à de grandes choses, donc des bâtiments complets, des voitures, peu importe. C'est quelqu'un qui voyageait seul dans l'excursion et il en a profité un soir pour mettre le feu à plusieurs tentes tout en sachant qu'il y avait des gens qui dormaient à l'intérieur. Donc imaginez-vous le niveau mental du type, c'est juste un dégénéré. Et vu qu'on est en plein été, un petit feu dans une forêt, c'est un grand brasier très vite. Au bout de quelques minutes, le mec s'est échappé du campement et il a été retrouvé plusieurs jours après par les forces de l'ordre. C'est en regardant en fait la fiche des présences de l'excursion qu'ils ont vu que ce mec manquait à l'appel, qu'il n'avait ni été admis dans un hôpital, ni été pris en charge par les secours. Donc c'est un comportement un petit peu suspect quand même et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'arrêter. Aujourd'hui, il est évidemment en prison et je vous garantis qu'il n'est en tout cas pas prêt d'en ressortir. En tout cas, plusieurs années après, aujourd'hui, Gloria et son copain nous racontent qu'ils vont plutôt bien mentalement, même s'il y a des grosses rechutes. Mais les images qu'ils ont vues ce soir-là, malheureusement, ne vont jamais les quitter. Place à l'histoire, et aujourd'hui, c'est celle de Melissa. Vous allez voir, cette histoire, elle se passe à Halloween, et qui dit histoire qui se passe à Halloween, dit histoire qui fait bien flipper. Généralement, quand on est plus jeune, à Halloween, on se déguise, on va avec nos copains, copines chercher des bonbons. Mais quand on est un petit peu plus âgé, vers les 20 ans, on fait souvent des soirées avec ses potes. Ça tombe super bien, parce que notre amie Melissa, elle nous fait une petite confidence. Effectivement, elle qui vient de commencer l'université, en a déjà marre. Le rythme des cours, les devoirs à rendre, les notes à passer, bref, c'est super dur. Et elle, elle sait pas vraiment si elle est faite pour ça. Moi, je connais très bien ce sentiment parce que même moi, je l'ai eu. C'est vrai que moi, j'ai fait aussi des études. Au début, on peut se dire, on n'est peut-être pas fait pour ça. Le rythme, il change beaucoup, les attentes sont bien plus grandes que l'école obligatoire qu'on avait avant, donc c'est pas la même chose. Du coup, ça peut faire une sorte de petit choc chez les gens et c'est tout à fait normal. Mais rassurez-vous, si vous allez faire des études prochainement, les étudiants, en principe, ils arrivent très facilement à remonter la pente, ils s'adaptent et tout va très bien. Et je peux vous le garantir parce que même moi, je donne des cours chaque semaine en informatique à des gens qui sont dans une autre école spécialisée en Suisse, c'est à peu près comme l'université, et ça se passe très bien dans la plupart des cas. Donc ne déprimez pas si vous devez faire des études, ça va très bien aller. Notre amie Melissa, dans le cadre de cette histoire, je sais pas si ça la concerne vraiment. Parce que oui, elle se pose beaucoup de questions. Elle est même sur le point d'arrêter l'université, pour tout vous dire. Elle espère quand même que la fin d'année va pouvoir lui permettre de se reposer un petit peu, de se ressourcer, de repenser à elle, et que par la suite, tout ira pour le mieux. Pour savoir si notre amie Melissa a fini ses études, il faut attendre la fin de la vidéo, logiquement. Et oui, je suis un grand expert du marketing, voilà. Un fameux jour, on est un vendredi, notre amie Melissa se rend à l'université. Elle retrouve ses potes, et pendant toute la journée, ils s'amusent comme des petits fous. À midi, à la cafétéria, une amie de Melissa s'approche d'elle pour lui proposer de se rendre à une soirée. Et avec tout ce que je vous ai raconté avant, Melissa, c'est la seule chose qu'elle attend, c'est d'aller faire la fête pour se vider la tête. Petite rime, ça passe. Bien évidemment, elle accepte avec grand plaisir et cette soirée, elle a lieu demain soir. Et c'est pas n'importe où, c'est dans une très grande maison. Mais avant ça, sa copine, elle lui propose de faire un apéro avec 2 ou 3 potes, histoire de se mettre bien pour la soirée. Ensuite, au bout de quelques heures, ils décolleront pour aller justement à l'événement. Les deux continuent de manger, elles terminent le repas, et ensuite, elles retournent en cours. Je vous apprends rien, pendant les heures qui restent, elle continue de suivre les cours, elle s'ennuie à mourir, et à la fin de la journée, Melissa rentre chez elle. Notre amie passe tranquillement la soirée devant Netflix, et au bout de quelques heures, elle s'endort. Le lendemain matin, le lendemain, au début d'après-midi, elle se réveille et il est presque 14h. Elle fait quelques petites courses pendant la journée et arrivée 16h, elle commence à se préparer pour la fameuse soirée. Elle enfile ses meilleures affaires et elle se rend à l'apéro qui est organisé par son ami et là, vous allez voir, ça va être sympa. Arrivée là-bas, elle s'installe, elle retrouve ses potes et durant la soirée, elle fait une petite confidence à sa pote. Elle lui dit, écoute, depuis 2 jours, je parle à un mec sur Tinder et j'ai peut-être fait une bêtise, mais je lui ai proposé de nous retrouver à la soirée parce qu'on a vraiment envie de danser ensemble. C'est la première fois qu'on se verra, je me dis que ça peut être un date un petit peu original. Bon, généralement un date c'est quand on est 2, là il y aura peut-être 200 personnes, donc c'est assez particulier. Mais vas-y, ils ont rien à perdre, donc ça peut que être cool. Sa pote lui dit, oh écoute, pourquoi pas, de toute façon on sera là pour te surveiller, il peut absolument rien t'arriver. Et ça c'est vrai, si vous êtes à un date avec 200 personnes autour, généralement il peut pas vous arriver grand chose, parce qu'il y a 200 perdus qui vous regardent et qui vous surveillent. Bref, Melissa elle est refaite, elle sort son téléphone, elle écrit un message sur l'application de rencontre à ce mec pour lui communiquer toutes les informations concernant la soirée. Et là sa pote lui dit, bon écoute, montre-nous quand même quelques photos de lui, on a envie de savoir à quoi il ressemble. Elle lui montre les photos et c'est pas que sa pote elle est contente, c'est
Bon, finalement, elle s'en fout un petit peu, elle lui dit ouais bah ok, il est pas si mal. Après quelques heures à boire tout et n'importe quoi, notre groupe d'amis se rend sur le lieu de la fête. Là-bas, c'est une énorme salle avec presque 200 personnes qui les attendent et c'est vraiment un truc de malade. Le propriétaire, bon, il est bien aisé financièrement, mais il a organisé ça d'une façon extrêmement bien. Il faut très peu de temps avant que l'ambiance dans la soirée soit complètement festive, tout le monde se met à danser. Certaines personnes sont déguisées, mais malheureusement, c'est pas le cas de notre groupe d'amis et Mélissa. À un moment, la pote de Mélissa la voit avec un mec. Forcément, c'est le fameux garçon à qui elle parlait sur Tinder. Et dans la vraie vie, elle nous raconte que il a l'air d'être comme sur les photos, il n'y a pas vraisemblablement eu de Photoshop. Elle voit que Mélissa a l'air de bien s'amuser et elle se dit qu'il n'y a pas forcément de problème, donc je vais la laisser tranquille. On va pas faire les potes lourdes, on va la laisser gérer ses affaires dans son coin et si jamais elle a besoin d'aide, eh bien, on est là. Pendant plusieurs heures, tout le monde dans la salle est en train de danser, ils s'amusent comme des malades, ils consomment toutes sortes de choses que l'on peut trouver sur la planète. Et là, la pote de Mélissa trouve que certaines personnes sont assez cheloues. À un certain moment, cette fameuse pote regarde un peu dans la salle et elle ne voit plus Mélissa du... Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'elle a deux repères. Elle a Mélissa et le mec avec qui elle est. Donc si elle croise un des deux dans la salle, ils sont probablement ensemble. Bon, au bout d'une bonne dizaine de minutes, elle se dit, écoute, je la trouve pas dans la salle, peut-être qu'elle est rentrée avec ce garçon pour aller dormir chez elle ou chez lui, ou peut-être qu'ils sont tout simplement à l'extérieur de la salle pour discuter afin qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais bon, après de longues minutes à chercher, Mélissa, elle est toujours pas là. Sa pote se dit donc qu'elle est rentrée avec lui pour dormir et que tout va bien aller. Elle décide quand même de lui envoyer un message WhatsApp pour lui dire si jamais on est encore à la fête, envoie-moi un message une fois que le gars est parti de chez toi ou quoi. Mais là, pas de réponse. Bref, elle lâche un petit peu l'affaire, elle continue de s'amuser pendant toute la soirée et elle nous raconte que c'est absolument génial. Au bout d'une heure et demie, cette fameuse pote est au bar en train de commander une boisson lorsque tout à coup, au loin, elle remarque une certaine personne. Alors logiquement, elle aurait bien aimé que cette personne soit Mélissa, et c'est pas le cas. Et c'est peut-être même dérangeant parce que cette personne, c'est le garçon avec qui Mélissa était. Sa pote commence à regarder un petit peu à gauche à droite pour voir si elle aperçoit Mélissa, mais malheureusement, elle n'est pas là. Pourtant, la logique voudrait qu'elle soit avec lui parce qu'ils ont passé toute la soirée ensemble, c'est censé être un date, c'est bizarre. Bon, les événements commencent un petit peu à déranger sa pote, elle se dit mais où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Peut-être qu'elle est rentrée parce qu'elle se sentait pas bien ou qu'elle était fatiguée, j'en ai aucune idée, mais ça commence un petit peu à m'inquiéter. Là, elle a une bonne idée, c'est de s'approcher de ce garçon et tout simplement lui poser la question. Lui dire, écoute, est-ce que t'as pas vu Mélissa, la fille avec qui t'étais? Tu sa pote super proche. Comme ça, il pourra ôter tous les doutes qu'elle a. Là, le mec est un petit peu bizarre et il est un petit peu réticent. Il lui dit non, je l'ai pas vue, on s'est quitté avant, elle m'a dit qu'elle était pas bien et je l'ai perdu de vue. Pour la pote de Mélissa, ses explications ont l'air très bizarres parce que le gars, il est franchement pas sûr de lui. Il a pas l'air vraiment convaincu par ce qu'il dit. La pote se dit mais ce gars on le connaît pas, elle l'a rencontré sur une application de rencontre, on a vu des photos, là on le voit pour la première fois en vrai, c'est pas ce qu'il a vécu dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il fait dans son temps libre, c'est un petit peu inquiétant quand même. Mais bon, malgré tout, la pote va terminer la soirée avec ses amis et malheureusement, sans nouvelles de Mélissa. C'est vers 4 h du matin qu'elle finit par rentrer chez elle, elle va se coucher et finit par s'endormir. Le lendemain matin, la première chose qu'elle fait en se réveillant, c'est de consulter son téléphone pour voir si Mélissa lui a répondu. Souvenez-vous, elle a envoyé un message à la fête, donc là, elle va voir si elle a une réponse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore pire que ça, Mélissa ne semble pas avoir reçu le message. En gros, il y a un petit vu, alors que de base, il y en a deux, donc vous avez reçu le message sur votre téléphone. Bon, là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle attend jusqu'à 16 h, et si à 16 h, elle n'a toujours pas de réponse de sa part ou quoi, là, elle prendra les choses en main. Pendant toute la journée, elle s'occupe. Elle n'arrive pas trop à sortir Mélissa de sa tête, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-elle? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Et à 16 h, elle va sur WhatsApp et elle voit que Mélissa n'a malheureusement toujours pas reçu le message. Là, c'en est trop. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler le commissariat le plus proche dans sa ville pour lui signaler une disparition ou lui demander de faire quelque chose. Au policier qui est à l'autre bout du fil, elle mentionne également un détail, c'est celui de l'homme que Mélissa a rencontré sur Tinder et comme quoi il avait un comportement assez chelou. La police dit qu'ils vont enquêter, qu'ils vont essayer de mener des recherches. Ils demandent des informations sur ce mec, mais malheureusement, la pote de Mélissa, elle en a pas plus que ça. Elle a une photo en tête, mais elle l'a pas sur son téléphone, donc elle peut uniquement faire un portrait robot. Et ça, malheureusement, je suis pas certain que ça va faire beaucoup avancer l'enquête. La pote a un excellent réflexe, elle décide de s'inscrire à son tour sur Tinder et de voir si elle croise le profil du gars. Malheureusement, après plusieurs essais, elle ne l'a jamais croisé. À partir de ce moment-là, c'est des jours et des jours d'angoisse pour l'ami de Mélissa. Et pas que, pour son entourage, pour sa famille, pour ses amis, c'est hyper dur à vivre parce qu'ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Un fameux soir, lorsque sa pote est en train de regarder la télévision en mangeant, elle est en train de regarder plus précisément les informations, elle apprend une tragique nouvelle et elle fond en larmes. Et oui, durant la journée, un corps a été retrouvé dans un cours d'eau de la région, pas loin de là où avait lieu la fête. Et je pense que je ne vous apprends rien, il s'agit de Mélissa. Bien que les enquêteurs n'aient pas trouvé d'empreintes sur les lieux du crime,
ils ont quand même pu mettre la main sur l'auteur des faits. Et oui, Melissa et un fameux garçon ont été aperçus dans une voiture, dans une station essence pas loin de là, seulement une petite dizaine de minutes avant le drame. Et après avoir visualisé les vidéos de surveillance, ils en sont venus à la conclusion que l'homme était bel et bien celui qu'elle a rencontré sur Tinder. Par contre, le gars n'a jamais rien avoué aux enquêteurs. En gros, le gars est super froid, il ne parle presque pas aux enquêteurs et on n'a absolument aucune idée de pourquoi il a commis un tel acte. Ce mec, c'est tout simplement un dégénéré. Depuis ce jour-là, il a bien évidemment été emprisonné et je peux vous garantir qu'il n'est en tout cas pas prêt de ressortir. Depuis ce jour-là, la pote de Melissa nous raconte qu'elle n'a plus jamais fait de soirée et c'est tout à fait compréhensible. Et alors, pour ce qui est de Tinder, je ne vous raconte même pas, autant vous dire qu'elle n'a jamais installé l'application. Plusieurs fois par semaine, elle est suivie par un psychologue et je comprends totalement pourquoi, ça fait du bien de parler de ça. Imaginez perdre une amie comme ça alors que vous pourriez vous dire si j'avais gardé l'œil sur elle pendant toute la soirée, ça ne serait jamais arrivé. Honnêtement, ça doit juste être terrible d'un point de vue culpabilité. Je sais que moi, honnêtement, je sais pas comment je pourrais vivre avec ça. Et franchement, je veux pas être pessimiste, mais je suis pas sûr et certain qu'on puisse s'en remettre totalement. Mais c'est la seule chose qu'on peut souhaiter à l'ami de Melissa. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Comme je vous ai toujours dit, prenez cette histoire avec des pincettes. Elle provient d'un forum et on ne saura jamais si elle est vraie parce que moi je peux écrire une histoire, vous aussi, et dire qu'elle est vraie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, l'histoire est assez horrible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.